Parce qu'à 25 ans, il y a aussi des gens inspirants avec des projets et des histoires qui méritent d'être racontées. Parce qu'à 25 ans, on a aussi le droit d'avoir une opinion, une passion et être légitime d'en parler. Vous êtes sur Podcast, l'émission qui donne la parole à ses potes qui méritent d'être entendus. On a pensé ce podcast parce qu'on veut donner la parole à nos potes, qui soient jeunes, dynamiques, qui puissent raconter leurs expériences, qui puissent raconter leurs histoires et leurs passions. Et aujourd'hui, c'est trop bien parce qu'on est parfaitement dans le thème, puisque je reçois quelqu'un qui a fait de sa passion son métier. Alors, cette passion, elle est souvent assimilée au prestige, la richesse, et qui est peu, voire pas du tout associée à la jeunesse. Et je suis très content aujourd'hui de prendre le temps pour parler de temps avec Virgile. Salut Virgile. Salut Jules. T'as vu, elle est belle cette intro. Incroyable. Virgile, t'es horloger. Oui. Je suis vraiment content aujourd'hui parce que on va s'attaquer à un domaine de passionné qui est difficilement accessible pour les moldus comme moi. Et donc ta mission aujourd'hui, Virgile, si toutefois tu l'acceptes, c'est de réussir à nous faire découvrir et à nous prouver que c'est accessible à tout le monde. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on se connaît un peu, on va pas le cacher. Et je voudrais qu'on revienne un peu sur ton parcours qui t'a amené jusque-là parce que c'est assez intéressant. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que tu t'es un peu cherché. Il s'est passé quoi après le bac pour toi ? Alors, après le bac, en fait, je devais trouver quelque chose à faire et je savais pas ce qui me plaisait. Donc, je suis allé vers un milieu qui me plaisait, qui était le sport. Et j'y allais sans grande conviction d'avenir parce que je savais pas ce que je voulais faire comme métier, ce qui s'ouvrait potentiellement à moi. Donc, au final, j'ai fait 1 an et demi de STAPS. Et j'ai arrêté en cours de 2e année parce que ça me plaisait vraiment plus du tout. Et puis ensuite... Qu'est-ce que t'as fait ensuite après STAPS ? Alors ensuite, du coup, vu que j'ai arrêté en cours d'année, j'ai un peu bossé et j'étais vendeur dans une boîte de prêt-à-porter. Et on peut citer des marques. On peut citer. Donc j'étais chez New Balance. Voilà. On avait des super chaussures. Coucou à New Balance. Et j'en profite encore. Et en parallèle, je passais des concours pour être gardien de la paix, donc pour être flic. Et pareil, je les ai eus et au final, j'y suis pas allé. Parce que moi, ce qui me faisait vraiment triper, c'était de faire de l'antiterrorisme et c'est très peu accessible. Donc c'est super limité, c'est super dur et au final, faire toute ma vie un job qui me plaît qu'à moitié, c'était pas l'objectif, quoi. Et donc t'as passé quand même ce concours ? J'ai passé ce concours et j'ai été admissible. Je suis pas allé à la visite médicale. Est-ce que tu peux raconter quand même, parce que moi je la connais, mais elle est quand même folle cette anecdote, à la fin de ton entretien, ce que t'ont dit les mecs avec qui t'étais passé devant ? Les mecs avec qui j'étais passé ? Les mecs devant qui t'étais le jury en fait. Ah alors attends, je sais même pas quelle chose tu fais référence. Ah ouais ? Non. Parce que moi tu m'as quand même dit, je passe l'entretien, tout se passe bien, je suis accepté et tout, et les mecs quand même me disent, écoutez monsieur... Nous, on vous prend, y a pas de souci, hein, mais je crois que vous avez rien à foutre ici. Oui, en fait, j'étais un peu cash pendant l'entretien. J'y allais en sachant pertinemment que ça allait pas mener à grand chose derrière. Et donc je pense que j'étais un des plus cash du lot et ils l'ont ressenti. Je répondais clairement ce que j'avais envie de répondre et je leur faisais comprendre que ce qu'ils disaient, c'était pas forcément ce que moi j'entendais. Et donc oui, généralement, ça plaît, ça passe ou ça casse, quoi. Donc là, c'est passé, mais pas de mon côté. Ça a été quoi le déclic, du coup, pour te dire, après tout ça, bon, tu sais quoi, je crois que j'ai envie d'aller dans l'horlogerie. Bah, en fait, le déclic, c'est que j'ai beaucoup de mal à tenir quelque chose sur le long terme tant que ça me plaît pas. Je marche pas mal à la passion, et puis... Dès que j'ai pas cette passion, c'est une chose qui me fait tenir tous les jours, bah en fait, ça me saoule et j'ai envie d'arrêter. Ouais. Donc, partir dans une passion, même si c'est un métier qui de base est plutôt familial, moi, il y a personne dans ma famille qui est dans l'horlogerie. Et me lancer là-dedans, c'était un peu un défi, mais je me suis dit, bah autant essayer maintenant, c'est maintenant ou jamais. Et parce que, comme tu dis, c'est un métier assez familial, c'est assez fermé. En général, il faut connaître du monde si tu veux faire une carrière dans ce domaine-là. Toi, tu connaissais personne, mais c'était déjà une passion à l'époque, où la passion, elle a grandi et ça en est devenu une, en fait, au fur et à mesure du temps. Alors, la passion, elle existait déjà, mais elle a grave augmenté avec le temps.
parce que de base, c'est plutôt mon frère qui m'a transmis la passion des montres. Lui, il aime bien tout ce qui est beaux objets, tout ça. Il est plutôt dans les voitures anciennes. Et il aimait bien les montres, mais sans en être vraiment passionné à 100%. Et moi, j'ai pris vraiment cette branche-là, parce que j'adore la minutie que c'est. Et puis, tu peux avoir une belle montre en étant assez discret, là où c'est... On en pas reviendra forcément le cas. après de ça, parce que c'est hyper intéressant. Mais du coup, donc passion, petit à petit transmise par ton frère, tu te cherches un peu, tu fais STAPS, tu passes les concours pour être flic. Comment on devient horloger aujourd'hui en France? Et c'est plutôt Quand tu simple. connais personne. Quand tu connais personne, tu vas te présenter à l'école et tu dis salut, je voudrais faire une école d'horlogerie. Donc c'est un CAP, c'est pas super compliqué en soi. Après, ce qui est compliqué, c'est surtout niveau alternance, parce que t'en as très très peu. T'as pas mal d'horlogers qui sont assez avares en connaissances et qui gardent un peu tout pour eux. Et C'est que CAP. tu commences par le CAP. Ok. Ensuite, t'as d'autres études. Donc t'as le BMA, qui est 2 ans de plus, où là c'est un peu l'équivalent du bac pro, et t'as d'autres spécifications ensuite. Moi, je me suis arrêté au CAP parce que je voyais pas vraiment l'utilité, au vu de ce que je voulais faire, de faire plus niveau technique, d'avoir un plus haut Ok. diplôme. Parce que, Ah ouais, en fait, plus tu... Mais quand tu dis technique, ça signifie quoi concrètement? ça signifie que tu vas voir plus de choses à l'école. En fait, le CAP, il s'arrête à des mouvements simples mécaniques. Ok. Et après, sur le BMA, du coup, t'as plutôt un aspect qui est aussi de création. T'as un projet à la fin d'année. Ah oui, ok. C'est un peu comme si tu devais rendre un mémoire, mais sauf que au lieu de rendre un gros dossier, tu dois rendre une pendule avec une complication, quelque chose comme ça. Ah oui, ok. D'accord. Donc, mais en soi, avec le CAP, tu peux, on va dire, réparer ou en tout cas prendre en charge n'importe quel type de montre de n'importe quelle marque. Normalement, t'es censé répondre au mouvement de base. Ok. Souvent, tu peux commencer une activité professionnelle en tant qu'horloger, déjà en ayant 0 diplôme, mais le CAP, ça peut suffire, mais c'est rare, quoi. Ok. C'est la diversité. Tu vois tout le temps des trucs nouveaux et c'est juste trop trop bien, parce que tu te lasses pas, en fait. Tous les jours, tu peux apprendre et t'arrêtes pas. Que t'aies 2 ans de carrière ou que t'en aies 40, en vrai, t'apprends toujours. Mais je reviens un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, mais du coup, tu te lances dans le CAP, tu dois faire une alternance. C'est compliqué de rentrer dans ce milieu-là quand tu connais personne. C'est un peu compliqué parce que c'est super saturé. Surtout maintenant, il y a eu une grosse période de spéculation après le Covid, et donc il y a plein de gens qui se lancent dans l'horlogerie maintenant. Et donc, niveau offre d'alternance, c'est un peu saturé. C'est pour ça que moi, ma première année, j'ai dû partir en dehors de la région parisienne. Je suis allé à Caen. Et c'était pas vraiment un choix de ma part d'aller là-bas. C'était vraiment que j'avais pas le choix, que j'avais trouvé nulle part ailleurs. Ah oui. Mm. Donc tu pars faire ton alternance à Caen. T'as pas dit, mais tes études, elles se font à Tours. Exactement. Toi, tu viens de région parisienne. Un beau globe trotteur. Putain, mais le mec voyage, quoi. Elle en a bouffé des bornes à 207. Je te jure, je lui ai mis cher. Ça Peugeot. Elle en a pris des kilomètres. Ah ouais, la côte, elle est en baisse. Mais du coup, c'est parce que du coup, t'as toujours grandi au même endroit. Tes potes, c'est les mêmes depuis 20 ans. Et puis un peu, on va dire, sur un coup de tête, après t'être pas mal cherché, tu te retrouves à devoir faire des allers-retours entre Caen, Tours et la région parisienne. Comment t'as vécu, toi, tout ça, ces 2 années-là? Alors, c'était un peu compliqué, surtout de la période à Caen, je dirais, parce qu'en fait, Caen, c'est une ville qui est assez étudiante, Ouais. et moi, j'y étais pour le boulot. Donc Oui. au final, en plus, j'avais des jours de repos, c'était vraiment flingué. C'était mercredi et dimanche. Ouais, parce que tu bossais dans un commerce. Parce que je bossais dans un commerce. Et donc là, tu pouvais rencontrer personne. En plus, moi, je connaissais personne sur Caen à l'époque. Et donc, tout le temps, je rentrais au maximum tous les week-ends. J'avais un jour de repos, je rentrais. Ouais. Et puis après, quand j'étais à Tours, par contre, c'était plutôt la découverte d'un autre monde. Parce que là-bas, j'étais en internat. Et j'avais jamais fait d'internat de ma vie. Ouais. Et franchement, c'était un monde super cool. J'ai rencontré des gens qui sont top et avec qui j'ai encore contact aujourd'hui.
Mais c'était le mix entre les deux. En tout cas, j'ai vachement mieux vécu la période à Tours qu'à Caen. Après, ça, c'était sur le plan perso. Ouais. Mais l'alternance se passait bien. L'alternance se passait bien, ouais. J'étais un des seuls à toucher des mouvements. Enfin, il me faisait quand même confiance. Donc, je pouvais toucher des mouvements, faire des révisions. Donc, le démontage complet, remontage, tout ça. Et m'occuper vraiment du monde de A à Z. Donc, ça, c'était cool. Parce que il y en avait plein qui le faisaient pas. Qui faisaient des alternances de merde et qui ont rien appris en 2 ans. Ok. Et du coup, CAP, tu t'es retrouvé avec des gens plus jeunes à Tours. J'étais le plus vieux. Ouais. Pareil, pas trop compliqué ça. Non, pas trop compliqué parce qu'en fait, t'abordes la chose différemment. Déjà, moi, je me suis pas mal cherché, on va dire, gentiment. Et donc, quand tu te rends compte que bah, t'échoues dans des trucs parce que ça te plaisait pas, quand t'es dans un truc qui te plaît, tu te donnes à fond. Et puis t'en profites. Ouais. Tu profites de cette situation-là. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment ce truc. On va dire que c'est un peu le fait que ça y est, t'avais trouvé un peu ta voie. Ouais. Ça y est, et en fait, tu te rends compte que t'as cette chance d'être dans un truc qui te plaît, donc tu te donnes, et peu importe qui y a autour. En fait, moi, j'y allais vraiment pour bosser. Et après, il se trouve que dans ma classe, il y avait ça allait. Le plus jeune, il avait 15 ans. Après, ça fait un gros décalage. Ouais. Mais t'abordes ça plutôt d'un autre œil, surtout que les gens, ils ont tendance à te prendre comme exemple très vite. Bah oui. T'es le plus vieux, t'es celui qui réussit un peu le mieux à comprendre les trucs et tout. Donc, t'as un peu le rôle de grand frère qui est un peu chelou parfois, parce que t'as rien demandé à personne, tu les connaissais pas il y a 6 mois. Ouais. Puis toi, t'es là avec ton truc en tête de Voilà. c'est ça que je veux faire, il faut que je le fasse, il faut que j'ai mon diplôme. Ouais, mais, c'est ça. Et donc, tu te retrouves à devoir gérer en même temps la partie horlogerie et en même temps la partie les autres. Faut un peu servir d'exemple parce que t'es un peu le seul gars qui regarde et qui admire. C'est chelou comme sensation. Ouais. Je pensais jamais me retrouver dans cette situation-là. Moi, j'ai pas de petit frère ou quoi. Et puis surtout, tu venais de passer, c'était quoi? C'était 1 an quasiment sans études, quoi. Tu bossais. Ouais, c'est ça. Ouais, je bossais, donc j'étais dans la vie active. L'alternance, ça m'a rien changé à mon quotidien. Ouais. Au contraire, ce qui changeait, c'était le fait de se retrouver à l'école, quoi. Ah bah totalement. Moi, c'était une semaine de vacances à chaque fois. Et j'ai trop bien. J'attendais l'école avec plaisir. Comment ça a été le fait que tu t'es mis du temps à trouver, à chercher, que tu partes comme ça en vadrouille entre Tours, Caen, et puis quand tu pouvais rentrer en région parisienne. Comment ça a été vécu ça autour de toi? Que ce soit tes potes, ta famille. Bah en soi, je sais pas trop, ça serait plutôt aux autres de me dire. T'as eu aucun feeling là-dessus Non, ça m'a fait du bien d'avoir un peu mon appart aussi. Ouais. Donc ça, à ce niveau-là, c'était cool, ça fait une autre expérience de vie. Après, sur l'impact que ça a eu sur mon entourage, il n'y en a pas eu tant que ça. L'horlogerie, ça a été accepté tout de suite. Ah ouais, l'horlogerie, mais vachement mieux que. En même temps, juste avant, j'ai dit que je voulais être flic. Alors crois-moi que l'horlogerie, c'était trop bien accepté. Non, c'était n'importe quoi. Avant, ma mère, quand elle allait au marché, elle disait ah mon fils, il va être flic. Là, tout le monde était en mode ah ça te fait pas peur et tout. Et là, maintenant, c'est mon fils, il est horloger. Ah génial, trop bien. Non, c'est super bien accepté. Et les gens sont très très curieux de ça en fait, parce que ils connaissent pas. Et ouais, et vraiment c'est impressionnant. Mais à chaque fois que je rencontre des nouvelles personnes, ils me disent tu fais quoi dans la vie? Bah ça change de je suis en école de commerce ou je suis infirmier ou quoi. C'est vraiment horloger. Bah t'en connais pas tant que ça en général. Bah t'en connais pas tant que ça, d'autant que déjà. Enfin, alors, moi, d'un regard extérieur, c'est vrai que quand tu m'as dit je vais faire de l'horlogerie, je me suis tout de suite dit putain, mais. Combien de temps il va tenir? Alors, oui. Parce que, du coup, entre Staps et flics, je comprends. Maintenant qu'on connaît les antécédents, le mec passe de prof de sport à flic, et maintenant il dit qu'il veut bosser dans les montres, on est en mode ok, bah mec, vas-y, fais-toi. Si c'est ça que t'aimes, vas-y. C'est vrai qu'il y a eu ce petit temps de bon, combien de temps ça a duré, puis ça dure. Et en fait, non, mais c'est fou parce que moi je dis quand même que les gens passionnés sont toujours passionnants, et t'es l'exemple parfait, quoi. C'est gentil. Non mais c'est vrai, c'est que on commence à te lancer sur les montres et l'horlogerie. Tu peux en parler des heures. Je te mets un très très gros tunnel. Comme si tu commences à faire ça. Non mais c'est un tunnel, mais en même temps c'est que t'es passionné, quoi. Donc ouais, moi c'est sûr. Bah, c'est ce que j'essaye de transmettre aussi, hein, parce que si jamais moi je peux faire connaître l'horlogerie à quelques personnes et que derrière s'ils en fassent leur métier et que ça soit une vraie passion, moi je suis juste trop content. C'est le Graal. Ouais.
Mais comment t'expliques du coup que ce truc soit aussi peu connu et en même temps, à la fois très peu connu et en même temps, il y a quand même des gens. Enfin, c'est un truc de passionné, quoi. Alors, il y en a plein qui ont peur de s'y lancer parce que justement, ils ont l'impression que c'est un truc inaccessible déjà, parce que avant- c'est méga luxe. Ouais, déjà, il y a ce Voilà. truc, mais quand tu dis s'y lancer, Oui, tu veux dire quoi par là? bah, essayer de faire des recherches de son côté, de se renseigner là-dessus, de se dire, bah, peut-être que moi, j'aurais cette montre. Il y en a plein que ça bloque parce que justement, en fait, ils se disent juste, c'est pas pour moi, c'est pas mon milieu, c'est pas. Genre, ça coûte trop cher, alors qu'il y a tellement mille moyens de se faire plaisir dans l'horlogerie sans forcément débourser 10 000 balles. Ouais. Donc déjà, ça c'est un premier pas. Après, en faire son métier, c'est encore autre chose. Il faut vraiment qu'il y ait d'autres aspects. Déjà l'aspect technique, hein, si t'es un minimum doué, ça va t'aider forcément. Ouais. Si t'es manuel. Après, si t'as deux mains gauches, c'est sûr ça va être compliqué. Franchement, Ça va être un peu délicat. ouais. Il y a d'autres métiers dans l'horlogerie où t'es pas censé utiliser tes mains. Tu trouves ton bonheur, t'inquiète. Mais non, mais parce que c'est intéressant, tu vois, c'est de s'y lancer, mais tu dis de s'y lancer, mais ça va au-delà d'en faire son métier, quoi. On a l'impression que c'est un univers totalement. Moi, j'y connais rien, tu le sais, mais c'est vrai que du coup, maintenant que t'es dedans, j'essaye de me dire, ah, ok, j'ai cette montre, ça peut être marrant, combien ça vaut, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Parce qu'il y a quand même derrière toute une expertise. En fait, c'est fou parce que du coup, toi, c'est vrai que quand t'en parles, et c'est ça que je trouve trop bien, c'est que tu présentes ça vraiment au-delà comme un objet qui te donne l'heure. C'est presque, alors œuvre d'art, c'est pour qu'on puisse se visualiser, mais t'as vraiment ce côté très bel objet, intéressant, intriguant, et que du coup tout le monde n'a pas. Et comment t'expliques comment toi du coup tu pourrais expliquer le fait que à travers une montre tu vois tellement plus qu'une montre en fait. Bah, c'est ça qui est intéressant niveau parler que tu fais avec l'œuvre d'art, justement, parce qu'il y en a qui vont regarder une œuvre, ils vont être en extase, Ouais. c'est super diversifié les réactions que tu peux avoir vis-à-vis d'une œuvre d'art, c'est exactement ça vis-à-vis des montres aussi. Il y a toute une histoire, il y a en fonction des modèles, des marques, tout ça. Il y a forcément un background qui rentre en compte, et moi c'est comme ça aussi que j'ai aimé une montre en particulier pour la première fois, c'est Speedmaster d'Omega qui m'a vraiment parlé, celle qui elle est sur la Lune, mais qui de base était faite pour les pilotes automobiles, donc rien à voir, tu vois. Ouais. Et au final, c'est chargé d'histoire, tu sais jamais ce qui peut se passer, et puis c'est trop kiffant d'avoir plein de trucs différents. T'as une montre qui est créée pour telle activité, et une autre qui est créée pour totalement autre chose, donc c'est très vaste, t'as toujours moyen d'avoir une montre qui te correspond plus qu'une autre. Ouais, que chaque modèle en fait Ouais, a exactement. son... Alors déjà, il y a les modèles, et ensuite, au sein d'un même modèle, en fonction de l'année et tout, ce qui est sympa, c'est que en fonction de la manière dont elle a été portée, il y aura une patine qui va arriver sur la montre, sur les montres vintage surtout, et tu peux avoir la même montre qui est sortie la même année, et elles ont deux gueules totalement différentes. Ouais. Ouais. Ah oui, et puis du coup, ça rejoint aussi un truc que moi je trouve fabuleux dans ce truc-là. C'est qu'une montre d'occasion vaudra toujours plus cher qu'une montre neuve. Enfin, toujours, Alors, j'exagère, mais les belles montres, t'as quand même ce truc-là de... Une montre, enfin, si elle a 20 ans, elle coûtera plus cher que si c'est une montre qui est sortie il y a 6 mois, quoi. alors, en gros, déjà, entre les montres qui ont 20 ans, généralement, en fait, on parle en référence, pas en modèle, donc c'est vraiment des modèles dans les modèles, en fait. Ouais, c'est... Des générations de modèles, on va dire. Ok. Et D'accord, c'est en pas un gros, numéro de série, genre chaque montre a son propre truc. mais bah, c'est plus, un peu ça avec... en gros, c'est un peu ça. Ok. Voilà. Avec le numéro de référence, du coup. Et donc, les montres qui sont sorties il y a 20 ans, elles ont beau avoir quasiment la même gueule pour des néophytes que les montres de maintenant. Ah bah c'est oui. pas les mêmes. Ouais. Et en fait, ces montres-là, elles sont un peu plus chères en général parce c'est des modèles qui sont arrêtés et donc qui sont recherchés par les collectionneurs. Ouais. Et sur les montres récentes, par contre, il y a, on va dire, 3 marques où il y a vraiment un aspect spéculatif. Tu vas voir Rolex, Audemars Piguet et Patek Philippe. Ok. Voilà. Et donc, dans ces marques-là, tu peux avoir des montres qui sont encore produites, tu les retrouves plus chères d'occasion qu'en neuf parce que les gens sont prêts à payer plus cher, à payer 2000 € de plus pour les avoir tout de suite, en fait. Ah, c'est ce côté instantané. Exactement. Ok. T'as pas la liste d'attente interminable que t'as en boutique. Parce qu'ils ont des montres à te montrer, mais tu peux même pas repartir avec, en fait, quand tu vas dans la boutique.
C'est le monde du luxe. Ils en jouent. Hein. Ouais, c'est ça. Bah oui. C'est aussi le monde du luxe. C'est-à-dire C'est que ça. en fait, C'est l'attente. C'est créer du désir pour un produit et ça fait partie du jeu. Mais derrière, t'as le marché gris qui s'en met plein les poches parce que les gens la veulent tout de suite. ok. Donc t'as quand même ce côté aussi, du coup, créer du désir, aspect luxe. Est-ce que, alors, je vais peut-être te mettre dans un traquenard de malade. Je t'en prie. Mais est-ce que tu sais pourquoi la montre plus qu'un autre objet a ce côté vraiment luxe assimilé à c'est vraiment c'est un terme, alors je sais j'ai plus le terme en tête mais que j'ai vu il y a pas longtemps où en fait c'est vraiment avoir une belle montre ne sert à rien à Oui. part indiquer que tu as une belle montre en soi. Avec les téléphones, tout ça, maintenant, t'as même plus besoin d'avoir l'heure au poignet en soi. Ouais, c'est ça. Mais en plus, maintenant, Oui, t'as mais tout ce même qui à est l'époque, tu vois, smartwatch. ça fait longtemps que t'as quand même ce truc-là d'ancrer, d'horlogerie très chère. Enfin, Rolex, quand on. Alors, c'est assez intéressant. On va parler de Rolex. On fait beaucoup de digressions, mais c'est trop. C'est pas grave, ça fait des clics. Non, mais c'est hyper intéressant. Mais toi, c'est marrant parce que dans la tête de tout le monde, la montre de luxe, c'est Rolex. Mm. Alors qu'en réalité, c'est une montre haut de gamme. Mais tu peux trouver plus luxe que C'est Rolex. ça c'est grâce à Sarkozy, ça. il a fait une sale pub à une époque. Mais bon. Non, mais du coup, oui. c'est quoi en fait la montre luxueuse? C'est Patek Philippe. Ok. Là, ça va être Patek Philippe, Audemars Piguet, Vacheron Constantin. C'est des maisons qui produisent très peu de montres. Rolex, ils produisent quasiment plus d'1 million de montres. Et c'est pas de la manufacture horlogère au sens propre, c'est plutôt de l'usine, quoi. Ah oui. Et ça, cet aspect luxe, parce que c'est des montres qu'on voit partout maintenant. C'est con à dire, mais vous le savez peut-être pas, mais il y a énormément de gens qui ont une Rolex. Ouais, bah oui. Non, mais au final, enfin moi, c'est toi qui me l'as appris, mais c'est moi, Rolex, impressionnant. pour moi, c'était le truc Inatteignable. Mais quoi. bien sûr, évidemment. Mais pas du tout. Et de base, les Rolex, c'est des montres qui sont faites pour les travailleurs. C'est des montres qui sont même moins chères que des Omega à la base ou au prix des LIP anciennement. Ok. Et c'était des montres vraiment vouées à un usage professionnel. Donc t'étais plongeur, t'avais ta Submariner, tu voulais faire de l'alpinisme, t'avais ta Explorer, enfin bref. Ok. Et tu sais, pas à tout hasard, pourquoi avec le temps? Ils sont très très chauds en marketing. Je pense Ah ouais. que c'est ça, mais honnêtement, ils ont fait des coups de com Ouais, il n'y a excellents. pas d'expertise ou d'artisanat derrière hyper particulier qui fait que... Ils sont quand même très très chauds. Niveau fiabilité, pour moi, c'est les meilleures montres. Niveau rapport prix-fiabilité, parce qu'il y en a parfois, ils se foutent un peu de ta gueule quand même. mais il y en a, c'est des montres super fragiles. Après, c'est pas le même usage non plus. Mais là, Rolex, pour le coup, c'est vraiment des montres qui sont très très solides et qui bougent pas dans le temps. Tu peux retrouver... là, encore aujourd'hui, j'ai bossé sur une montre qui avait 50 ans. Ça tourne aussi bien qu'une montre qui en a 10, tu vois. Ouais. Non, c'est vraiment de la bonne qualité. Non, c'est super durable. J'ai 24 ans. Je roule pas sur l'or. Moi, depuis que je te connais, et je t'ai déjà posé la question, mais je suis curieux du coup de te la réentendre. Moi, je veux m'acheter une montre, une belle montre sans que ça me coûte trop cher, mais en même temps qu'elle me dure. Qu'est-ce que je dois acheter? Alors, quel budget? Souvent, c'est la question qui bloque, parce que pas trop cher, ça veut tout et rien dire. Il y en a pour qui ça veut dire 200 €, il y en a pour qui ça veut dire 1 200, tu vois. Mais en règle générale, vers des montres à mouvement automatique, au moins, ça va durer toute ta vie parce que c'est réparable. Et sur des mouvements qui sont produits en quantité astronomique parce que tu as des pièces, donc ça va être sur du Hamilton, sur du Tissot, sur des marques comme ça. Ok. Et Voilà. du coup, là, la gamme de prix, c'est... Tu peux en trouver pour, on va dire, allez, 600 €, t'as une belle montre qui va te durer toute ta vie. Ok. Donc c'est un prix, mais derrière, tu sais que c'est une montre qui va rester. Ouais, Donc, c'est et ça reste l'avantage. quand même une belle montre, Ça un bel reste objet. une super belle montre. Moi, j'ai commencé avec une Hamilton et c'est une montre que je porte encore aujourd'hui, alors que maintenant je m'en suis acheté d'autres. Et j'aime tout autant la porter. Ouais, ok.
Ah, c'est. Ouais, je trouve ça trop intéressant. Enfin, je connais tellement peu que. Genre, putain, mais c'est fou. Parce que du coup, j'ai une Hamilton. Très belle montre, Euh, d'ailleurs. Non, mais tu vois, moi j'étais en mode, ouais, mais ok, c'est une belle montre, mais tu vois, moi j'ai en tête que du coup, comme c'est très souvent assimilé au luxe, tu sais, genre, moi je me dis une montre en dessous de 1 000 euros, bon, bah, c'est. Autant acheter une Swatch, quoi. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, non, mais l'un n'empêche pas l'autre, mais tu vois, il y a quand même ce truc de. On entend tellement parler des montres suisses, de l'expertise suisse, des grosses montres, tu veux te Marpiguet, Omega, etc., que du coup, c'est vrai que c'est dur de. En fait, il n'y a pas de plus belle montre que d'autres en soi pour le commun des mortels, quoi. Oui, quand tu connais pas, Quand tu c'est connais pas, vrai c'est. qu'une montre, c'est une montre, quoi. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux. Enfin, une Hamilton, par exemple, reste une belle montre. Mm. Mais Oui, totalement. c'est pas, le prix ne définit pas le. Ah non, non, en aucun cas, hein. Ouais, Même il y a des montres qui valent 200 000 euros, je trouve que c'est des sacrées merdes, hein. ouais, c'est ça. Ça veut rien dire. Oui. Ouais, totalement. C'est quoi les plus grosses difficultés que toi t'as rencontrées du coup pour arriver là où. Parce que du coup t'en fais ton métier aujourd'hui. Bah, j'ai eu quand même la chance que tout se goupille plutôt pas mal. J'ai des difficultés, t'en as tout le temps de toute façon. Mais j'ai pas eu de grosses difficultés qui m'a mis des bâtons dans les roues, à part le fait de trouver l'alternance au début. Ouais. Ça c'est, je me suis même dit à un moment, bon bah je trouve pas, je vais continuer chez New Balance et puis je le ferai l'année prochaine quoi. Ah oui. Donc j'ai eu la chance de trouver un peu sur le fil. Mais, euh, mais à part cette grosse difficulté-là, une fois que j'étais dedans, tout s'est plutôt bien goupillé parce que aussi j'étais investi et que je me donnais à fond dans le truc. Ouais. Après, tu considères pas avoir eu de grosses difficultés pour. Non, pas tant que ça parce que en fait, quand j'étais à Caen, la difficulté, elle était d'être un peu loin de ma région, de tout ça et de faire beaucoup, beaucoup de routes. Niveau fatigue, j'en ai accumulé beaucoup. Et ensuite, en fait, c'est le premier gars chez qui j'ai postulé qui m'a recontacté. Ok. Et puis on a parlé, on a fait un entretien entre gros guillemets. Et enfin c'était autour d'une bière, on a parlé tout ça. Et puis après je suis venu à l'établi, il m'a testé. Et puis il a vu que je me débrouillais pas trop mal. Du coup maintenant je bosse là-bas. Et puis ça c'est plutôt bien fait dans le sens où j'ai pas eu de période où je me suis dit faut que je cherche du boulot. Ouais. Parce qu'il y en a plein à qui c'est arrivé et qui au final sont même plus dans l'horlogerie après leur diplôme, après 4 ans d'études, parce que ils ont pas trouvé Là, de c'est poste. fermé en fait. Ouais, c'est fermé. Et donc moi j'ai eu cette chance de pouvoir être embauché en CDI derrière dans la boîte dans laquelle j'avais fait mon alternance. Et j'aime bien poser cette question, mais il y a quand même ce. Enfin, tu le dis, c'est un milieu assez prestigieux, fermé, etc. Est-ce que toi, à 24 ans, t'as ce truc de où tu sens que les gens considèrent que t'es pas légitime forcément? Alors ça va dépendre de ce que t'as au poignet pour certains. C'est Ah ouais? incroyable. Ah ouais, il y a des clients mais ils jugent que à ça. Ok, Genre tu peux avoir une Swatch, ils te regardent pas pareil que si t'es avec une Omega quoi. d'accord. Ah ouais. Ça c'est quand même assez bizarre et tu te dis en fait mais pourquoi juger sur ça alors que si ça se trouve le mec là pour l'instant il a pas de montre et chez lui il a 36 de Euh, marpillé tu vois. Tu sais jamais. Mais bon. et dans les perspectives d'évolution, toi, c'est quoi le dream? Alors encore un peu compliqué. Moi de base je me suis lancé dans l'horlogerie pardon en sachant que je voulais pas être horloger toute ma vie. Alors ça, Ok. je sais même pas si je t'en ai déjà parlé. Non, mais. En fait, de base, moi, j'adore le commerce, j'adore parler aux gens. Et j'adorais cet aspect-là chez New Balance où t'avais vraiment le contact client et tout. Et donc, j'adorais les montres. Je voulais potentiellement vendre, mais je connaissais rien aux montres. J'étais pas légitime en fait. J'étais personne pour aller vendre une Rolex à quelqu'un. Du coup, je me suis dit, bah, pour connaître, faut mettre les mains dedans. Ouais. C'est un peu comme les mécanos ou quoi. Et donc au final, ça m'a grave fait kiffer. Et puis maintenant, je continue un petit peu, je prends de l'expérience, je m'améliore aussi. Et donc l'objectif, ouais, ça serait potentiellement de faire quelque chose qui est plus axé dans le commerce, avec l'expertise, ramener l'expertise montre, horlogerie pure et dure, quoi.
Ok, avoir cet aspect commercial dans ce domaine-là. Voilà, parce que quand tu vas en boutique, tu te rends compte qu'il y en a beaucoup qui parlent de montres, qui disent une fiche technique. Ouais. Et il y en a très peu qui te rendent le truc vivant. Et moi, c'est ce que j'aimerais transmettre, parce que c'est à ce moment-là que tu deviens intéressant pour le client. C'est quand tu parles d'un produit que t'aimes, en plus. Parce que c'est vrai que vendre une montre que t'aimes pas, c'est compliqué. Ouais. Mais vendre un produit que t'aimes de manière générale, que ce soit dans les montres ou dans autre chose, c'est toujours plus facile. Et rendre ce truc-là vivant, moi, c'est ce qui me ferait bien kiffer. Tu parlais de transmission, on a bientôt fini, mais évidemment, tu pensais pas que j'allais t'inviter. Arrête, je suis timide. Tu pensais pas que j'allais t'inviter sans faire de la promo. Allez suivre Virgil Watches sur Instagram et YouTube. Tout ce dont on vient de parler, cette passion des montres et cette volonté de transmettre, c'est ce que tu fais du coup sur ta chaîne YouTube que tu as lancée il y a pas longtemps. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste ? Alors cette chaîne, je l'ai lancée parce que déjà j'ai un peu grandi en mode génération YouTube, donc j'ai toujours consommé ça pleinement depuis ma plus tendre adolescence. Et je voulais vraiment avoir cet aspect où je transmets la passion que j'ai et je le fais, j'essaye de suivre un peu le schéma qui m'a fait aimer l'horlogerie. Donc ma toute première vidéo c'était quelque chose d'un peu global, ensuite je vais essayer de spécialiser un petit peu ça en fonction de mon parcours, de choses qui m'ont fait aimer l'horlogerie. Et puis transmettre ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait c'est le Graal. Si jamais cette chaîne YouTube elle peut permettre à 3-4 personnes de se dire je vais en faire mon métier parce que je kiffe trop ça, c'est trop bien. Ouais. Et là c'est marrant parce que il y a quelqu'un que j'ai vu une fois dans ma vie qui est coach de basket, tiens, toi qui aimes bien le basket, tu l'as déjà dit dans tes podcasts, qui m'a dit tiens, j'ai un petit coach qui aimerait bien faire horloger, est-ce que je peux te l'envoyer? Donc il est venu faire une journée de stage, il pensait faire de l'observation, au final on l'a mis sur un mouvement, il a trop kiffé sa journée, j'étais trop content. Parce que le coach avait vu... Parce que il me suit sur Insta et il voit que maintenant je suis devenu horloger, et donc réseau, ainsi de suite. Putain, trop bien. Il a essayé, puis ça marchait, et puis au final, peut-être qu'il fera pas ça de sa vie, mais il a trop kiffé sa journée, moi j'étais trop content, et en plus il se démerdait grave bien. Donc, trop stylé. Donc si jamais on peut avoir une nouvelle génération d'horlogers compétents, c'est trop cool. Bon trop cool, du coup Virgil Watches sur YouTube, Instagram. Ouais, YouTube principalement. YouTube principalement. Beaucoup de shorts, c'est des vidéos qui vont arriver de plus en plus. Virgil, c'était trop cool. Merci beaucoup d'être venu. J'espère que ça va éclairer un peu tous les non-assidus et les moldus comme moi sur ce domaine qui est quand même à première vue hyper technique et en fait pas tant que ça, quoi. Enfin, pas tant que ça. Spectaculaire. Non mais tu peux t'y intéresser sans... oui, c'est accessible. C'est accessible, quoi. Et t'es pas obligé de mettre 100 000 € pour avoir une belle montre. C'est aussi la conclusion de tout ça. Non, franchement, merci beaucoup, c'était trop cool. Merci à toi pour l'accueil. À plus sur tes réseaux, du coup. Et puis à plus peut-être dans un prochain épisode. Avec plaisir. Merci Virgil.